La CIA a toujours pensé qu'elle était meilleure que n'importe quelle autre agence gouvernementale. Vous savez quoi? C'est la pire. J'étais leur meilleur élément, enfin disons un de leurs meilleurs éléments. Alors vous imaginez à quoi ressemblaient les autres. On les appelait les meilleurs et les plus brillants de la CIA. C'est une légende bâtie sur du vent. Fin 76, la CIA tente désespérément de restaurer son image. Les auditions de ses directeurs devant le Congrès et les révélations sur le Watergate ou le coup d'État au Chili ont tourné en ridicule son obsession du secret. La CIA recrute désormais à l'aide de spots publicitaires diffusés sur les radios. We're the Central Intelligence Agency, looking for very special people to train for a career with us. You may be one of them. If you are certain you qualify, call for a confidential interview. Secret agent man, taking away your name. Jimmy Carter accède au pouvoir avec la ferme intention d'effacer les années noires de la CIA, en finir avec les opérations clandestines et les coups bas. You have to be even more pure and more clean and more decent and more honest than almost any persons who serve in government. Carter nomme à la tête de l'agence l'amiral Stansfield Turner. Ils ont fait leurs études ensemble à l'Académie militaire de la Marine. Turner est détesté à l'intérieur de la CIA. Il a 1 an plus tôt témoigné au Congrès contre les abus de l'agence dans les années 60. And again, I want to express my complete appreciation and confidence in Admiral Stan Turner, whose responsibilities under this executive order will be greatly magnified. Ils étaient tous sceptiques. Voir arriver un inconnu plutôt qu'un professionnel venant de l'intérieur même de la CIA. Quand Turner est arrivé, la CIA a été pressée de toutes parts pour qu'elle révèle quelques-uns de ses secrets sur son rôle au Congo, par exemple. Et c'est lui qui a dû aller répondre devant les commissions parlementaires. La plupart des gens de la CIA lui avaient conseillé de ne jamais parler de ces choses-là. Mentez, n'avouez jamais. Mais Turner y est allé et il a tout reconnu. Il est entré à la CIA avec l'intention de nettoyer l'agence, de modifier ses habitudes. Mais toutes les règles de la CIA vont à l'encontre de la moindre transparence. Les gens ne doivent pas savoir ce qu'on y fait. Il a essayé de transformer l'agence, lui donner une nouvelle orientation, et les gens n'ont pas apprécié. Les bureaucrates détestent ceux qui arrivent avec l'intention de tout changer. Sa façon de rencontrer les plus obscurs fonctionnaires et discuter avec eux sans passer par leurs supérieurs lui a valu de se mettre à dos tous les chefs de service. Ça a créé pas mal de problèmes. Je ne crois pas que les gens de la CIA appréciaient l'idée d'une agence ouverte au contrôle du public. Le point de vue de Turner, c'était qu'on ne pouvait plus maintenir la CIA dans le secret le plus complet après le Watergate. Stan est arrivé à l'agence avec l'impression qu'elle avait trop d'autonomie, qu'elle était trop compartimentée et que la direction des opérations en particulier échappait à tout contrôle. Je crois qu'il n'a jamais été très à l'aise avec les opérations clandestines. Stansfield Turner était quelqu'un de bien, qui avait de bonnes intentions. Mais il était atteint de la maladie dont souffrent tous les amiraux. Il faisait une confiance absolue à la technologie et n'en avait aucune dans les gens. Il pensait que quelqu'un venant de l'extérieur serait incapable de prendre des décisions concernant les méthodes d'espionnage. Ce type est si bizarre, Turner, vraiment étrange. C'est un cas. Stansfield Turner restera célèbre pour avoir failli déclencher une attaque nucléaire contre l'Union soviétique. Une mauvaise appréciation avait fait croire à un tir de missile en direction des États-Unis. C'était une erreur, il y a eu un problème. Nos appareils ont indiqué qu'il y allait bientôt avoir une attaque. Vous pouvez introduire artificiellement sur l'écran d'un radar un message qui signale une arrivée de missile. Si bien que ceux qui surveillaient ces radars tous les jours savaient à quoi ça ressemblait, à quoi ils devaient s'attendre. Ils devaient s'attendre. Ils devaient s'attendre à quoi 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 ils devaient s'attendre
Quelqu'un a pu appuyer sur le mauvais bouton et ce signal est apparu, si vous voyez ce que je veux dire. À ce moment-là, vous vous tournez vers les responsables et vous demandez « Il ne se passe plus rien. On a fait quelle erreur ?» Et quelqu'un vous répond « Oh, on a appuyé sur la mauvaise touche. » Ce type est fou. Je trouve qu'il a un petit grain, Turner. Il y avait ceux qui pensaient qu'il était le pire directeur que nous ayons eu, et d'autres qui trouvaient qu'il était plutôt bon. Ça n'a pas été notre meilleur directeur, à mon avis. Je ne suis pas sûr que les années où Turner était à la tête de la CIA seront perçues comme une bonne époque. Ni pour le peuple américain, ni pour la CIA. Il a fait plus de dégâts à la CIA que les commissions Church et Pike réunies. Lui, Schlesinger et quelques autres ont réussi à tuer le service des opérations clandestines. Jimmy Carter, dès son entrée à la Maison-Blanche, accorde son pardon aux objecteurs de conscience de la guerre du Vietnam, puis fait du Proche-Orient la priorité des priorités. Après 13 jours de négociations à Camp David, un traité de paix séparé était signé entre Israël et l'Égypte. Mais c'est en Iran que Carter va essuyer son premier échec, le plus cinglant. À la mi-août 1978, la CIA avait donné au président Carter des informations totalement erronées sur l'Iran, affirmant que ce pays n'était pas dans une situation révolutionnaire, ni même pré-révolutionnaire. William Quandt était chargé du Proche et Moyen-Orient au Conseil de sécurité nationale. La révolution iranienne représente vraiment le tournant majeur. Il est plus que probable qu'avant 1979, les États-Unis et la plupart des autres pays n'avaient pas encore pris très au sérieux les militants islamistes. Nous avons été pris par surprise en Iran. Ni le département d'État ni la CIA n'avaient compris qu'une révolution était en train de se produire. Quand les troubles religieux ont commencé en Iran, le conseiller de Carter pour la sécurité nationale, avec lequel je travaillais, a demandé à la CIA de lui transmettre tout ce qu'ils avaient comme information sur les fondamentalistes islamistes. Et ils lui ont répondu qu'ils n'en avaient jamais entendu parler. L'ayatollah Khomeini, exilé en France à Naufle-le-Château, préparait depuis des mois la révolution islamique et annonçait son intention de renverser le régime féodal du Shah d'Iran, installé au pouvoir par la CIA 25 ans plus tôt. Moi, et la CIA aussi, pensions que même si le Shah avait des problèmes dans son pays, il disposait de puissantes forces militaires et d'une police secrète solide. Et que si des émeutes éclataient dans la rue, il enverrait sa police tirer sur la foule s'il le fallait, mais il conserverait le pouvoir. J'ai entendu l'amiral Turner déclarer publiquement à plusieurs reprises que rien n'indiquait que les religieux vivant en France avaient la capacité d'organiser une opération révolutionnaire d'une telle envergure. On s'est complètement trompé. La CIA et tous les services de renseignement américains n'ont pas compris que Khomeini était en mesure de faire ce qu'il a fait, au moment choisi et de cette façon. Pendant toutes les années qu'il avait passées en exil, personne ici ne lui a prêté la moindre attention. Et les mollahs sont devenus la source d'inspiration du fondamentalisme, avec Khomeini qui donnait des ordres depuis votre capitale, Paris, en France. Nous ne nous sommes pas montrés très fermes face au poison qu'il disséminait dans tout le monde arabe. Nous pensions que ce n'était qu'une sorte de secte religieuse de plus parmi d'autres. Je me souviens en avoir parlé avec l'homme qui était censé être le meilleur spécialiste du Moyen-Orient et de l'Iran, de tous les services de renseignement américains. Et il me disait, Khomeini veut seulement être pape, il ne veut pas être roi. On n'a aucun souci à se faire à propos de la révolution islamiste en Iran. Le Shah d'Iran lui-même partageait ce point de vue. Il pensait que les religieux étaient réactionnaires, arriérés, faciles à manipuler ou à acheter, et qu'il n'avait pas à s'en inquiéter. Ce sont seulement
les communistes qu'on met hors d'état de nuire. Les autres, c'est pas tellement important. Il disait, ne vous en faites pas pour les turbans, je vais m'occuper d'eux. Je sais comment m'y prendre, c'est facile. Il avait tort. Et c'est une erreur que le gouvernement américain a lui aussi commise, de plusieurs façons. Iran, because of the great leadership of the Shah, is an island of stability in one of the more troubled areas of the world. Nous avons passé trop de temps à écouter le Shah et son entourage, et pas assez à écouter les opposants à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Il n'y avait pas une seule personne à l'ambassade, y compris parmi les espions, qui parlait farsi. Nous étions trop occupés par nos voyages en première classe, nos dîners somptueux à l'ambassade avec les élites locales, qui nous racontaient exactement ce que nous voulions entendre. La CIA avait très peu de contact avec le mouvement islamiste en Iran. Je crois que l'ambassadeur de l'époque avait interdit à la CIA d'avoir le moindre contact avec des éléments de l'opposition. C'est toujours désolant que l'ambassadeur agisse ainsi, car cela nous prive d'une précieuse source d'informations. Et en plus, si ces gens arrivent au pouvoir, personne n'a de relation avec eux. Ça arrive, on fait ce genre d'erreur. Quand le gouvernement américain non seulement soutient une dictature qui écrase son peuple, mais interdit en plus à la CIA de parler avec les opposants, j'ai le droit de me demander pourquoi avoir des espions s'ils ne peuvent pas avoir des contacts secrets avec l'opposition sans que le gouvernement le sache. C'est Richard Helms, l'ancien directeur de la CIA, limogé par Nixon pour avoir refusé de mentir sur le Watergate, qui est ambassadeur des États-Unis à Téhéran. Depuis sa participation en 1953 au coup d'État qui avait renversé Mossadegh, il était devenu un intime du Shah, dont il avait formé et encadré la police secrète. Il avait été envoyé comme ambassadeur en Iran juste après le Watergate. Il a été ambassadeur pendant les derniers jours du Shah. Richard Helms a dit au Shah que les États-Unis le soutiendraient et lui donneraient tout l'armement qu'il souhaitait. Il y avait une coopération très étroite. Stansfield Turner et la femme de Carter n'arrêtaient pas d'envoyer des messages au palais, leur conseillant de résister, des choses de ce genre. Il aurait mieux valu décider dans un sens ou dans l'autre, et nous ne l'avons pas fait. Jimmy Carter suivait les conseils de quelqu'un, puis de quelqu'un d'autre le jour suivant, si bien que notre politique n'avait plus aucun sens. Jimmy Carter a réfléchi puis a dit « Je n'ai plus besoin du Shah. Et si j'essayais de me rapprocher des islamistes ?» Il ne savait pas que le Shah était gravement malade. Et surtout, il ne savait plus quoi faire. La CIA a appris trop tard que le Shah était condamné par la maladie. Les Français le savaient, mais la CIA n'était pas au courant. Les Français sont à l'origine de notre erreur. Ils ont refusé de nous transmettre l'information qui disait que le Shah était condamné. Nous savions qu'il y avait un problème, mais comme nous l'avons sous-estimé, nous n'avons pas vu venir sa chute. Nous n'avons pas prévu le retour de Khomeini et encore moins l'accueil qui lui a été réservé. L'ayatollah Khomeini est de retour en Iran. Le Shah, lâché par les États-Unis, exilé, est en train de mourir d'un cancer dans un hôpital new-yorkais. Richard Helms lui rend visite quelques jours avant sa mort. Je suis allé le voir à l'hôpital à New York, où il suivait un traitement contre son cancer. Et la première question qu'il m'a posée, c'était « Pourquoi m'avez-vous fait ça ?» La situation du Shah était sans espoir. À un moment donné, les États-Unis ont bien été obligés de voir les choses en face. On ne peut pas soutenir un cas désespéré indéfiniment. It's not the policy of our government to go into the internal affairs of another people or country and try to determine who should be their leaders. This is contrary to the philosophy of our people. I think we've tried it once in the past in Vietnam and failed abominably. And I think no one in this country of any responsibility wants to do that to a country including Iran. Carter était un surprenant mélange de fermeté et de naïveté. Et par certains côtés, il était pratiquement schizophrène.
Par exemple, jusqu'à l'invasion de l'Afghanistan par les Soviétiques, il n'avait jamais compris comment il fallait négocier avec l'URSS. Malgré les mouvements de l'armée rouge à la frontière afghane et les mises en garde répétées de la CIA, la détente se poursuit à coups de concessions américaines. Carter rencontre à Moscou Leonid Brejnev. À mon avis, en ce qui concerne ce qui s'est passé au Politburo en 1979, c'est que tout le monde était malade ou ivre et qu'ils ont fait n'importe quoi. Tout le Politburo allait commettre une erreur fatale. Et le 12 décembre, ils ont signé le document qui autorisait l'intervention en Afghanistan. Nous pointions du doigt les préparatifs de l'invasion, nous signalions que les troupes étaient en place, mais nous ne pensions pas qu'ils allaient réellement envahir l'Afghanistan. L'administration n'y a pas cru. Pourtant, elle savait que l'Union soviétique en avait la capacité et avait déployé ses troupes de manière à pouvoir intervenir à n'importe quel moment. Nous ne pensions pas à ce moment-là que les Soviétiques engageraient les forces nécessaires pour une action efficace en Afghanistan. Nous savions qu'ils étaient prêts à envahir l'Afghanistan. Donc il n'y a pas eu réellement de surprise. Si ce n'est que nous ne pensions pas qu'ils allaient vraiment oser le faire. Tirant les leçons des défaillances de la CIA lors de la révolution iranienne, le président Carter remet en question les stratégies de l'agence et ses faiblesses dans le domaine du renseignement. Stansfield Turner licencie 700 directeurs de départements et officiers de terrain et commence à démanteler la CIA. Stansfield Turner était en train de détruire la CIA. Il la réduisait de plus en plus. Il a renvoyé des centaines de gens, en a mis à la retraite. Il s'est débarrassé de la plupart des agents de terrain, des personnes clés qui étaient sur place depuis des années et pouvaient faire quantité de choses. Particulièrement des directeurs d'opération. Beaucoup de gens ont été licenciés. Il a supprimé plus de 600 postes. C'était sans doute un peu trop. Si bien que toute l'infrastructure qu'ils avaient mis des années à construire depuis les années 50 a été démantelée. Ça n'a pas vraiment rendu service à la CIA et je ne pense pas que Stansfield Turner avait raison. En fait, son appréciation de l'état du monde était probablement erronée. Je n'ai peut-être pas pris les bonnes décisions, je me suis peut-être trompé. C'est ça le problème. Des hommes comme Stansfield Turner ou Richard Helms ou d'autres qui ont dirigé la CIA ne regardent jamais plus loin que le bout de leur nez. Écoutez, il ne faisait que ce qu'on lui disait de faire. C'est-à-dire remplacer les hommes de terrain par de la technologie. C'est ça qu'on a demandé à Stansfield Turner. Ce n'est pas lui qui est responsable, c'est le président. Et en décembre 1979, quand les Soviétiques ont envahi l'Afghanistan, Jimmy Carter s'est tourné vers Turner et lui a dit « Je veux que la CIA fasse quelque chose ». Et la CIA a répondu « Faire quoi? Nous n'avons plus aucun moyen ». Jimmy Carter perd toutes ses illusions sur Brejnev lorsque l'armée soviétique envahit l'Afghanistan en 1979. Carter, qui a sous-estimé les ambitions soviétiques, voit son château de cartes s'écrouler et découvre le monde tel qu'il est, ni harmonieux, ni juste. Mais très vite, il demande à Stansfield Turner et à la CIA d'armer les résistants afghans pour lutter contre l'occupation soviétique. Jimmy Carter a été celui qui a été le plus surpris le soir de Noël 79, quand les Soviétiques ont envahi l'Afghanistan. Il était dans une rage noire, vraiment malheureux. Il n'avait pas beaucoup d'expérience à propos des communistes, alors qu'on l'avait mis en garde. L'agence l'avait prévenu de l'invasion de l'Afghanistan. Il était étonné que les Soviétiques aient osé faire ça. The world simply cannot stand by and permit the Soviet Union to commit this act with impunity.
Le président Carter a vu les soviétiques d'un autre œil après cette invasion scandaleuse de l'Afghanistan. Il a certainement perdu toutes ses illusions sur l'Union soviétique, particulièrement après l'Afghanistan. L'Afghanistan a été un énorme choc pour lui. Jimmy Carter était en colère parce qu'il avait toujours cru que Brejnev était quelqu'un avec qui il pouvait s'entendre. Et Brejnev, qui pensait que Carter le laisserait faire, envahit l'Afghanistan. Et là, boum, Carter a dit non. L'ironie de l'histoire, c'est que les Soviétiques ont découvert une facette de Carter que les Américains n'ont jamais vue. Son côté ferme, son côté dur. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Ne pas résister et laisser les Soviétiques envahir la totalité du pays? Apparemment, il a changé d'avis de façon radicale et a immédiatement accepté d'aider les moudjahidines afghans en leur fournissant un armement de pointe. L'invasion a dû avoir lieu le 26 ou 27 décembre et les premières armes sont arrivées au Pakistan le 30 janvier. C'était plutôt rapide. Et avec le gouvernement Carter, nous avons décidé de les aider en utilisant la CIA. On a, à la CIA, organisé une alliance clandestine, très discrète, avec d'autres pays pour lutter contre eux. Et nous leur avons rendu la vie impossible pendant 10 ans. Notre objectif était clair. À partir de 1979 et tout au long des années 80, nous n'avions qu'un but, forcer les Soviétiques à quitter l'Afghanistan. Comment aurions-nous pu prédire, en 1979, que les gens à qui nous fournissions des armes pour chasser les Soviétiques d'Afghanistan allaient devenir quelque chose d'aussi horrible que les talibans? C'est nous qui avons créé les talibans. Nous avons créé cette armée fondamentaliste sans savoir ce que nous faisions. Et nous n'avons pas tenu compte de la mentalité des gens de la région. Mais Carter doit faire face à une autre crise qui bouleverse l'opinion publique. Un mois avant l'invasion de l'Afghanistan, les employés de l'ambassade américaine de Téhéran ont été pris en otage par des étudiants islamistes. Cette prise d'otage risque de mettre fin aux ambitions politiques de Carter, qui espère être réélu. Son rival, Ronald Reagan, dont la campagne est orchestrée par William Casey, ne le ménage pas. Carter était complètement dévoré par les événements de Téhéran. Le président Carter réunit l'ensemble de ses conseillers et décide d'entamer des négociations secrètes avec le nouveau gouvernement iranien afin d'obtenir la libération des otages avant l'élection présidentielle. Mais quelqu'un à l'intérieur même de la Maison-Blanche informe régulièrement l'équipe de Ronald Reagan. Nous savions que Carter était sur le point de parvenir à un accord avec les Iraniens pour libérer les otages avant les élections. Les républicains l'ont appris et ont réalisé que si Carter obtenait leur libération, il allait sans doute gagner les élections. Il leur fallait tout faire pour que ce soit un échec. Et 2 semaines avant les élections, sans la moindre raison, les Iraniens ont rompu les négociations. Ils ont simplement tout arrêté. Vous voulez savoir ce qui s'est passé? Toute l'équipe du Conseil de sécurité nationale transmettait ces informations ultra-secrètes à l'état-major de Reagan pour aider Reagan à gagner les élections. Il y a eu toute une opération des services secrets pour ruiner les chances de Carter d'être réélu président. Frank Carlucci, sous-directeur de la CIA, démissionne et rejoint l'équipe de Reagan, bientôt suivi par Robert Gates, directeur du Conseil de sécurité nationale. Gates travaillait pour Jimmy Carter. Carlucci travaillait pour Jimmy Carter. Tous ces gens travaillaient avec Carter et brusquement, quelle coïncidence, tous ceux qui participaient aux négociations que menait Carter ont décidé d'aller travailler pour Ronald Reagan. Je voulais quitter la Maison-Blanche et Carter. J'avais envie de retourner à la CIA et m'occuper du département d'études. J'avais décidé de quitter le gouvernement, donc je ne pense pas avoir lâché Carter. Et je ne pense pas que Robert Gates l'ait fait aussi. Franchement, je commençais à en avoir marre de Carter et de la Maison-Blanche. Et Reagan est élu, et ils sont tous allés le rejoindre. Les otages américains de Téhéran seront libérés le jour de la passation de pouvoir entre Carter et son successeur, Ronald Reagan, le 20 janvier 1981. Il est évident que les républicains n'ont rien à voir dans cette histoire. Ce sont les Iraniens qui ont décidé d'humilier Carter en refusant de libérer les otages avant le 20 janvier, date à laquelle il devait quitter ses fonctions. Je ne pense pas qu'il y ait eu quoi que ce soit.
Il n'y a pas eu d'accord entre les républicains et les gens de Roménie. C'est certain. C'est encore une de ces théories du complot, mais ce n'est absolument pas vrai. C'est Jimmy Carter qui racontera 10 ans plus tard à la télévision les dessous de l'opération Surprise d'octobre. President Bani Sadr, who was a leader of Iran then working under the Ayatollah Khomeini, has made public statements on several occasions to responsible news reporters that there was a deal made. C'était Casey, le personnage central. Il voyageait en Europe à l'époque. Son rôle est resté un mystère pendant très longtemps. Il était le directeur de campagne de Reagan et il s'est retrouvé directeur de la CIA. Ronald Reagan, avant même son entrée à la Maison-Blanche, avait choisi de faire de William Casey l'homme clé de son gouvernement. You remain the eyes and ears of the free world. You are the tripwire over which the totalitarian rule must stumble in their quest for global domination. Casey était l'artisan de sa victoire éclatante. Il avait réussi à écarter habilement Jimmy Carter de la course, puis mener la campagne électorale de Reagan avec talent, se dépensant et surtout dépensant sans compter. Milliardaire en dollars, William Casey avait fait fortune dans les affaires et dirigeait le SEC, l'organisme qui contrôle toutes les opérations de la bourse de New York. Ronald Reagan, dont les connaissances en politique étrangère sont plutôt limitées, va laisser à Casey les mains libres pour décider des nouvelles orientations. Pendant la période de transition, c'est Stansfield Turner qui vient, au nom de la CIA, informer le futur président de l'État du monde. Je suis allé informer le futur président. Je crois que George Bush n'était pas là. Et j'ai fait mon rapport. Et il commence son briefing. Les soviétiques ont un missile ici, un autre là. Il travaillait sur la réduction des armements. Un rapport très détaillé, précis. Et alors, Reagan se lève, desserre sa cravate, se plaint qu'il fait trop chaud, va ouvrir. Est-ce que quelqu'un veut un café? Je peux vous proposer autre chose? Ça ne l'intéressait pas du tout. J'ai trouvé que certaines de ces questions n'étaient pas très pertinentes. Après ça, il n'y a plus eu de briefing. Reagan n'en voulait plus. Il envoyait ses conseillers. Il n'avait donc aucune idée de ce qui pouvait se passer. Dès sa nomination à la tête de la CIA, William Casey renforce le rôle de l'agence et rétablit la plupart des postes supprimés par Stansfield Turner. Sous son action, les activités clandestines de la CIA vont s'intensifier. Bill Casey a été probablement le directeur de la CIA le plus puissant depuis Allen Dulles. Il avait d'excellentes relations avec le président et une grande part de son autorité venait du fait que le président avait confiance en lui. Il décrochait son téléphone, disait Ronnie et parlait au président. William Casey était un cas unique dans l'histoire des États-Unis. C'était quelqu'un qui avait autant de pouvoir que le secrétaire d'État, le secrétaire à la Défense ou le président des États-Unis. Casey aurait voulu être secrétaire d'État, mais il ne pouvait pas l'être. Le Congrès ne lui aurait jamais accordé l'investiture. Et ils se sont rabattus sur Al Haig. William Casey était un farouche partisan des opérations clandestines. Mais il n'avait pas mon expérience en la matière. J'étais donc très vigilant et méfiant. Il ne supportait pas toute la bureaucratie de l'agence et a donc tenté d'en modifier certains principes. Casey dirigeait la CIA comme s'il dirigeait la mafia. William Casey s'est fixé un premier objectif, rétablir l'ordre au Nicaragua, où les sandinistes marxistes-léninistes ont pris le pouvoir depuis que Carter a précipité la chute du dictateur Somoza. Somoza était une marionnette de la CIA, un sale type, un escroc épouvantable que nous financions depuis des années, comme des centaines d'autres dictateurs en Amérique latine. Nous avions besoin de lui. C'était le comportement classique. Recrutez des truands, donnez-leur des dessous de table et ils feront des affaires avec vous. Avec lui, il était question de bananes, il me semble. Et un soir, vers 19h, je vais voir Casey, comme ça m'arrivait souvent. On s'assoit pour regarder les reflets sur le Potomac et je lui dis « Écoute, je crois que j'ai trouvé une idée à propos de ce que le gouvernement et la CIA devraient faire pour s'en sortir un peu mieux. »
C'est le service des opérations clandestines de la CIA qui complotait contre les sandinistes. Casey l'a amplifié. Il y avait eu un coup d'État contre Allende au Chili. Mais au Nicaragua, on n'a pas vraiment organisé de coup d'État. Dans un premier temps, on a placé 500 personnes le long de la frontière entre le Honduras et le Nicaragua, et on a organisé une opération de guérilla à l'intérieur du Nicaragua pour intercepter leur livraison d'armes au Salvador ou ailleurs. Et ensuite, on a créé une situation révolutionnaire. Les relations de l'Amérique latine avec la CIA avaient toujours été tumultueuses, mais sous l'administration de Ronald Reagan et dirigée par William Casey, la CIA revient sur le premier plan de la scène en menant une politique résolument belliciste en Amérique centrale. Par l'intermédiaire des contrats, elle dirige la guerre faite aux sandinistes au Nicaragua, multiplie les opérations clandestines au Salvador et au Honduras. Je pense que les opérations clandestines sont simplement un prolongement de la politique étrangère. Une autre façon de faire la guerre. Ce genre d'opération est utilisé depuis la nuit des temps. Bill Casey était le directeur le plus controversé. Il était à la fois le meilleur directeur que nous ayons eu, mais aussi le pire. Il a rendu nos relations avec le Congrès épouvantables. Les États-Unis ont, malgré l'interdiction du Congrès qui avait interdit toute manœuvre de déstabilisation du gouvernement au Nicaragua, vendu des armes à la République islamiste d'Iran et prélevé 30 millions de dollars pour continuer à financer la guérilla anti-sandiniste. Toutes les actions clandestines de la CIA sont censées être autorisées par un feu vert officiel du président des États-Unis. Or, le président Reagan affirme ne pas être au courant. Est-ce que le président était au courant de tout ça? Évidemment qu'il le savait. Il n'y avait pas une seule personne à Washington qui n'était pas au courant. On en parlait dans tous les cocktails. Tout le monde savait qu'il faisait ça. Et nous avons plongé dans l'Iran Gate et la CIA a été assassinée. William French Smith determined that under an appropriate finding, you could authorize the CIA to sell arms to countries outside of the provisions of the law. If the CIA, using an authorized agent as necessary, purchased arms from the Department of Defense under the Economy Act and then transferred them to Iran directly after receiving appropriate payment from Iran. You recall that? I do. Was it illegal to sell... Est-ce illégal de vendre des armes à l'Iran, de récupérer l'argent ainsi gagné et de le reverser au contrat? Colonel North, when you talk to Director Casey about the fact of using the... You right now, Counsel, and all the members here gathered, that I misled the Congress. At that meeting. At that meeting. Face to face. Face to face. You made false statements to them about your activities in support of the Contras. I did. There's always been... Il y avait toujours eu de nombreuses critiques contre la CIA, notamment en raison de ses activités en Amérique latine. Et c'est là que Bill Casey s'est trouvé face à de sérieux problèmes. Entre autres, l'Iran Gate et toutes ces histoires en Amérique centrale. Mais c'est en Afghanistan, où la guerre continue depuis 3 ans, que William Casey va pouvoir appliquer sa stratégie pour lutter contre les communistes et l'URSS. Tout faire pour enliser les soviétiques dans une guerre qui va durer 10 ans et les chasser de la région. Bill Casey a changé la règle du jeu en Afghanistan. Carter avait décidé de harceler les soviétiques, de les épuiser, de leur mener la vie dure. En 1985, Bill Casey a fait signer à Reagan une directive qui disait « Vous devez y aller pour gagner, pour les faire déguerpir ». Bill Casey est venu me voir, on s'était connus en Afrique, et il m'a dit « Je veux que tu partes en Afghanistan, et je veux que tu gagnes ». La résistance était capable d'écraser une armée de 120 000 hommes. Mais nous n'avions pas prévu ça. Comment ont-ils réussi à les battre?
Ils leur ont fourni un soutien militaire considérable. Les lance-missiles, par exemple, ont rendu l'aviation soviétique complètement vulnérable. Nous avons perdu tellement d'hélicoptères que nous avions peur de faire voler nos avions à basse altitude. C'étaient des armes données par la CIA. Sans les lance-missiles utilisés contre les hélicoptères, les Soviétiques auraient gagné. Sous Carter, la CIA fournissait déjà des armes et de l'argent aux moudjahidines afghans. Mais sous la direction de William Casey, l'agence surarme des dizaines de groupes de guérilla, sans aucun contrôle, pour attaquer les Soviétiques, allant jusqu'à leur fournir des armes de pointe. En échange de la vague promesse que l'armement ne servirait que contre les Russes, des missiles anti-aériens sont donnés à des islamistes fanatiques. 10 ans après le départ des Soviétiques, ces armes circulaient encore. 1 milliard par an. Et en tout 3 milliards de dollars pour en finir avec l'Afghanistan. Vous savez combien la guerre froide a coûté aux contribuables américains? 13 000 milliards de dollars. Je ne sais même pas combien ça fait de zéro. Alors 3 milliards pour terminer la guerre froide, c'était une bonne affaire, une aubaine. Ça a été un succès. Mais créer de toutes pièces un groupe armé a engendré d'autres problèmes. En fait, la CIA a fourni des armes aux moudjahidines afghans avec leur mode d'emploi. Et nous savons aujourd'hui que Ben Laden était un de ceux qui en ont reçu à l'époque. Les intégristes les plus virulents avec lesquels nous avions négocié à l'époque sont ceux que nous affrontons aujourd'hui, ou leurs descendants, si vous préférez. Nous avons fourni des armes aux moudjahidines afghans. Et aujourd'hui, une partie d'entre eux se bat contre nous. C'est la réalité. C'est un exemple typique de contre-coup imprévu. La CIA a tout mis en œuvre pour saigner à blanc l'Union soviétique et aider à tout faire pour qu'elle s'effondre. Mais la CIA n'a pas compris que les gens qu'elle soutenait ne luttaient pas uniquement contre l'Union soviétique. Nous n'aurions pas dû nous faire d'illusions sur nos amis pendant cette guerre contre les Soviétiques en Afghanistan. Nous n'avons pas choisi nos alliés avec lucidité. Nous ne les avons pas sérieusement contrôlés. Et une fois notre objectif accompli, battre les Soviétiques, nous avons coupé tout lien avec eux et nous avons plié bagages. Après 1989, le monde entier s'est désintéressé de l'Afghanistan. Pas la CIA. La CIA ne construit pas les nations, elle fait ce qu'elle a à faire. Nous pensions que la CIA, ou plutôt le gouvernement américain, aurait dû continuer à soutenir les Afghans après 1989. Mais les États-Unis ont abandonné l'Afghanistan. Et nous avons laissé l'Afghanistan en lambeaux. Ce n'était pas bien. Peut-être n'avait-il pas besoin d'autant d'armes et de lance-missiles et d'un soutien aussi important. Est-ce que nous avons créé le mouvement islamiste? C'était une politique démente et stupide qui a pratiquement détruit l'Afghanistan. Et en contre-coup, on en ressent les effets et mesure les conséquences aujourd'hui dans le monde entier, avec cette guerre contre le terrorisme. Il faut que nous assumions le fait que nous avons contribué à créer les conditions qui ont permis à un fou comme Oussama Ben Laden de réussir à rassembler une poignée de sans-espoir. Les Soviétiques vont se laisser entraîner dans cette course folle au surarmement. 10 années de guerre en Afghanistan vont les laisser exsangues. C'est Robert Gates qui, à la CIA, a fourni tout au long de la présidence Reagan des informations extrêmement exagérées sur la puissance soviétique, poussant la Maison-Blanche dans son incapacité à anticiper l'effondrement de l'Union soviétique. Au fur et à mesure que le nombre de victimes augmentait, la guerre avait le même impact à l'intérieur de l'Union soviétique que celui qu'avait eu la guerre du Vietnam aux États-Unis. Et je pense que cela a contribué de façon déterminante à l'effondrement de l'Union soviétique. Il était évident que l'Union soviétique ne pouvait pas supporter des dépenses militaires de cet ordre.
sans parler du coût de leurs aventures à l'étranger. Ils ne pouvaient pas se le permettre. C'était un château de cartes qui s'est effondré financièrement, comme on l'a vu plus tard. Et la CIA soutenait qu'ils pouvaient continuer à dépenser de l'argent pour leur armement jusqu'à la fin des temps. Mais c'était impossible. Nous avions essayé de découvrir quel pourcentage du budget soviétique était consacré à la défense. Mais je sais que nos chiffres n'ont pas toujours été justes. Je me souviens avoir dit aux Soviétiques qu'on avait estimé leur budget militaire à 20% de leur produit national brut. Et on s'est rendu compte qu'il était beaucoup plus élevé, quelque chose comme 40%. Je crois qu'il y a eu une surévaluation des capacités économiques soviétiques et la CIA en porte la responsabilité. La CIA n'a pas dressé un tableau exact de l'Union soviétique, alors qu'elle était vraiment dans une situation désespérée. On se disait qu'il ne serait pas capable de soutenir aussi longtemps un tel effort. Nous l'avions prévu, mais pas aussi clairement que nous aurions pu et que nous aurions dû le voir. Nous avons surestimé le nombre de missiles qu'il fabriquait. Mais vous ne pouvez pas vous contenter de regarder leurs 30 000 missiles nucléaires et vous dire « Pourquoi s'inquiéter? Leur économie est en train de s'effondrer. » Je me demandais souvent, puisque j'en avais parlé avec des soviétiques à cette époque, pourquoi nous pensions qu'ils étaient si puissants, alors qu'en fait ils ne l'étaient pas. Je crois que c'est là qu'entre en jeu la politique, le Pentagone. Il fallait plus d'armement. Nos prévisions se révélaient parfois inexactes parce qu'on ne comprenait pas dans quelle direction les soviétiques voulaient aller. Nous lancions nos bombardiers en mission jusqu'au nord de la Russie, uniquement pour voir jusqu'où l'on pouvait aller. Et c'est pour cette raison que l'Union soviétique a décidé de dépenser tellement d'argent et fabriquer des missiles et autres systèmes de défense. Parce que les États-Unis jouaient les provocateurs. C'est une mauvaise politique, un petit jeu de cow-boy idiot auquel nous n'aurions jamais dû jouer. Lorsqu'en 1986, Mikhaïl Gorbatchev, le nouveau chef du Kremlin, rencontre Ronald Reagan, l'URSS est au bord de l'implosion. Le Washington Post écrit « Robert Gates n'est pas le genre de type avec qui on a envie de passer un week-end ». Je ne sais pas pourquoi le Washington Post a écrit ça. Un de leurs journalistes disait qu'en ce qui concernait l'Union soviétique, j'étais l'équivalent de Bourriquet dans Winnie l'ourson. Que je ne voyais que le mauvais côté des choses et jamais le bon, que j'étais trop pessimiste sur l'Union soviétique. J'étais sceptique à propos de Gorbatchev. Je me souviens avoir dit au président Reagan, qui aimait bien Gorbatchev, « N'oubliez jamais, monsieur le président, que c'est le dernier communiste de toute l'Union soviétique. Gorbatchev n'est pas là pour démanteler le communisme, mais pour le remettre sur pied, puisqu'il a compris qu'il était en très mauvais état. » Il était évident qu'il voulait détruire la bureaucratie stalinienne, mais il n'avait rien à mettre à la place. Et il semble que les événements m'ont donné raison. La glasnost et la perestroïka étaient devenues incontrôlables. Je ne crois pas qu'il ait pressenti l'effondrement de tout le système. Il aurait bien voulu le garder intact. Je crois que Gorbatchev disait la vérité. Et cela a commencé dès 85-86, juste après qu'il a pris le pouvoir. Je crois que nous avons tous sous-estimé l'ampleur des changements politiques qu'il allait entreprendre. Un an plus tard, en 87, Reagan lance un défi à Gorbatchev. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Je crois que personne ne l'avait prévu. J'étais à côté de Ronald Reagan quand il a dit « Monsieur Gorbatchev, démolissez ce mur ». Et je me souviens avoir pensé « C'est une jolie formule, mais ça n'arrivera jamais ». Ils étaient donc réticents à affirmer leur point de vue. C'était un échec des services de renseignement. Et nous avons eu une révolution politique en Union soviétique, alors que nous ne pensions pas qu'elle pouvait arriver. Si quelqu'un pense que c'est Ronald Reagan qui a gagné la guerre froide, c'est qu'il ne comprend rien à l'histoire. Ce n'est ni Ronald Reagan, ni nos défenses militaires qui ont gagné la guerre froide. C'est la contradiction interne d'un système politique défectueux, le marxisme-léninisme,
qui a conduit à la disparition inévitable de l'Union soviétique. C'est le nouveau président George Bush qui assistera à l'effondrement de l'Union soviétique. Forgé par la guerre froide et ses années à la CIA, Bush fut le plus difficile à convaincre de la disparition prochaine de l'URSS. En juin 1989, alors que j'étais conseiller adjoint à la sécurité nationale, j'ai rédigé un mémorandum à partir d'informations rassemblées par la CIA, dans lequel je disais au président qu'il y avait une réelle possibilité pour que Gorbatchev ne soit plus là d'ici 1 an ou 2, et que nous devrions commencer à envisager un plan d'urgence, non seulement pour faire face à sa destitution, mais aussi en envisageant l'effondrement de l'Union soviétique. C'est vrai qu'on n'a pas prévu le jour. Les services secrets ne sont pas payés pour être des diseurs de bonne aventure. Nous savions qu'il y avait de gros problèmes en Union soviétique, essentiellement des problèmes économiques, mais aussi des problèmes politiques. Mais de là à penser que cela conduirait à l'effondrement du système soviétique, non. C'était au-delà de tout ce que nous pouvions imaginer. Personne ne l'a vu venir, ça n'était pas possible. Quiconque prétend qu'on pouvait dire que le mur de Berlin tomberait le 9 novembre est un menteur. Est-ce que les analyses de la CIA avaient prévu que l'Union soviétique allait s'effondrer et imploser de cette manière? Je ne le crois pas. Ils ne s'attendaient pas à ça. Malgré tout ce qu'ils peuvent dire aujourd'hui, ça a été une énorme surprise. Personne ne peut prévoir une chose pareille. Parce que le plus surpris dans l'histoire, ce n'était pas moi, et j'étais pourtant en mission pour la CIA en Allemagne de l'Est. Non. Ça a été Erich Honecker, qui a simplement dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et il dirigeait l'Allemagne de l'Est. Leur service de renseignement, qui était au cœur de ce qui se passait en Union soviétique, c'est-à-dire le KGB, n'ont pas réussi non plus à prévoir l'effondrement de l'URSS, alors que leur existence même en dépendait. La CIA n'a pas pu prévoir l'effondrement, mais laissez-moi vous dire une chose. J'étais officier du KGB, chargé de la sécurité intérieure, et je n'ai rien vu venir. Personne en URSS ne pouvait croire que le système touchait à sa fin. C'était vraiment surréaliste pour quelqu'un qui, comme moi, avait vécu toute sa vie d'adulte pendant la guerre froide. Pour moi et beaucoup de mes collègues, c'était un monde, et il était difficile d'imaginer qu'il puisse changer. Je pensais que la guerre froide continuerait aussi longtemps que je vivrais. Alors, être assis dans mon bureau à Langley et regarder la chute du mur de Berlin en novembre 1989, puis l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, ça a été une expérience incroyable. C'était très difficile à admettre que cet empire puisse s'effondrer, s'éteindre comme on souffle une bougie. En novembre 1989, la chute du mur de Berlin prépare la réunification de l'Allemagne. Les unes après les autres, les anciennes démocraties populaires chassent les régimes communistes. C'est la fin de la guerre froide. C'était comme à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde était épuisé. Plus personne ne voulait se battre. Il y a eu une sorte de... pas de démoralisation, le mot est un peu fort, mais un manque d'énergie parce que l'ennemi mortel n'était plus là. 75 ans de cette grande expérience soviétique venaient de disparaître. Tout était fini. Il n'y avait plus de problème dans le monde. Nous avons gagné la guerre froide. L'Occident, dans son ensemble, avait gagné la guerre froide. Et nous nous sommes dit, plus de problème, tout va bien se passer. Et nous avons procédé à des coupes drastiques dans nos budgets de défense. Nous avons démantelé nos services de renseignement. Les gens disaient qu'il y en a encore besoin.
C'est fini, on n'a plus besoin de la CIA. Ils ont dû changer radicalement leurs priorités. Oui, l'Union soviétique était la cible principale, et plus ou moins la raison d'être de l'agence. Mais il ne suffit pas de claquer des doigts et dire on va transférer tous ces gens ailleurs. Ça ne marche pas comme ça. Ces gens étaient malheureux quand l'Union soviétique s'est effondrée. Ils n'avaient plus d'ennemis et ils ont dû s'en inventer un. La fin de la guerre froide nous a obligés à changer pas mal de choses. Elle nous a obligés à regarder un peu plus loin et essayer de comprendre ce qui allait se passer. La CIA, devenue inutile, oisive, sans pouvoir, a perdu son unique ennemi, sa raison de vivre. Au siège de l'agence, à l'anglais, on fait venir d'anciens agents nostalgiques d'une époque où on les identifiait encore à James Bond, pour raconter aux enfants des écoles les heures de gloire de la CIA, ces 3 lettres devenues un mythe. This is just to inform kids. So, way to put a human face, if you will, on the agency. L'histoire est terminée. La partie est finie. L'Union soviétique et les États-Unis jouaient aux échecs. C'était un jeu, il fallait prendre le plus grand nombre de pièces à l'adversaire un peu partout dans le monde. Et à la fin, en 1991, celui qui en avait le plus a gagné. Et les Russes ont perdu. Quelques mois après l'effondrement de l'Union soviétique, William Colby, ancien directeur de la CIA, et Oleg Kalugin, chef du KGB, donnaient un cocktail à Washington pour lancer ensemble un jeu vidéo. La guerre froide était vraiment bien finie. Good luck. À chaque fois qu'on croit que les Américains ont franchi les limites de la bêtise, ils font quelque chose d'encore plus débile.